Hello, c'est Cédric et je vais vous parler de tout ce que j'ai pu jouer au mois de juin 2023. On va commencer par Away. Away, c'est un jeu d'ambiance. On pourrait le comparer un petit peu à Fun Fact. Aussi avec des petits airs de Unusual Suspect, très très bon Unusual Suspect d'ailleurs. Dans ce jeu, en fait, vous allez essayer de deviner quelles sont les choses que une des personnes aime le plus et aime le moins. Donc vous allez devoir quantifier, donc vous allez avoir 5 thèmes sur la table, et cette personne va mettre ses préférences de 1 à 5, avec donc ce qu'il aime le moins, ce qu'il aime le plus, et ainsi de suite. Et donc vous allez essayer de deviner et vous mettre dans sa tête pour savoir vraiment comment il pourrait le jauger. Vous avez même une carte où vous êtes même dire, ok, ben ça j'en suis sûr, donc bon, pour marquer un certain nombre de points là-dessus. Et ce jeu a un peu les défauts de Fun Fact, justement, parce que dans Fun Fact, si vous ne vous connaissez pas bien, c'est un peu compliqué, parce que voilà, vous devez savoir plus ou moins ses goûts, et donc si vous ne connaissez pas la personne que vous venez de s'asseoir, vous rencontrez à une soirée jeu par exemple, là ça devient un peu compliqué. Mais où ça se différencie de Fun Fact, c'est que ça devient un petit peu un délit de sale gueule, on va dire, comme dans Unusual Suspect, par exemple. Mais dans Unusual Suspect, on va vous dire, celui-là, il aime bien la moto. Et donc, en fonction des photos que vous avez, vous allez dire, non, lui, je le vois pas sur une moto, lui je fais pas ci, lui, c'est sûr qu'il aime la moto et tout. Et bien, donc, vous allez devoir faire ce genre d'analyse, pratiquement, avec la personne qui va répondre, que vous ne connaissez pas. Vous dites, il a plus une tête à aimer la moto, ou que sais-je, hein, parce qu'il y a plein de cartes différentes dans ce jeu, qui est un petit jeu d'ambiance. Et là, où c'est encore ça se voit que c'est un jeu d'ambiance, c'est que je suis incapable de vous dire comment est-ce qu'on gagne à ce jeu. Parce que clairement, on est là pour passer un bon moment, comme qu'on pourrait le faire avec des Clover, des Just One et tout ce qui va avec. Donc, c'était une belle découverte pour moi, parce que je n'entendais pas grand-chose, surtout avec un titre de boîte comme ça quand même. Deuxième jeu que j'ai pu tester, c'est Roll Bump. Roll Bump a une direction artistique totalement particulière, hein. Ça fait penser très très fort à des papiers peints des années 70 que vous avez sur des cartes. Et c'est quoi le principe du jeu ? Eh bien, vous allez essayer de gagner un maximum de cartes possible en faisant des actions avec des dés. Donc vous allez avoir toute une série de dés que vous allez pouvoir relancer jusqu'à 3 fois. Vous pouvez garder un certain dé, les relancer tous, enfin ça c'est comme vous voulez. Et au bout des 3 fois, ou plutôt si vous avez des très bons lancers, vous pouvez vous dire ok, j'arrête, et donc vous allez assigner les dés à toutes ces cartes. Ces cartes, il vous faudra faire des paires, ou alors des chiffres, pardon. Donc on va vous dire, là il faut des 2, donc vous allez placer des 2 et faire des brelans, des suites, des carrés, ce genre de choses. Et quand tout le monde a joué, quand ça revient chez vous, vous avez encore vos dés sur les cartes, et bien vous prenez les cartes et vous marquerez les points de victoire qu'elles vous octroieront, en plus des séries que vous pouvez faire, des séries de couleurs. Donc il y a des séries qui sont quand même fort compliquées, on se demandait même comment c'était possible. Mais voilà, c'est là où tout le charme du jeu c'est que ça va être extrêmement chaotique, parce que c'est du lancer de dés, donc vous allez essayer de blinder des positions pour essayer que ça vous revienne en fonction des cartes que vous visez, surtout en fonction des couleurs, hein. On travaille là-dessus, voire des points secs, parce qu'il y a des cartes qui valent énormément de points. Et ça c'est plaisant malgré tout, ça fait le taf, tout simplement. C'est pas le jeu du siècle, loin de là. Il va peut-être être desservi par sa direction artistique, parce que c'est totalement particulier, mais ça a assumé, et ça a au moins le mérite de ne pas être comme tout ce qu'on voit pour l'instant. Donc Roll Bump, c'était quand même vachement sympa. Troisième jeu qu'on a pu tester, c'est l'Enclume. Alors ils y vont à fond dans le thème. L'Enclume, ça c'est un jeu de lourdeur édition. Donc c'est un des jeux les plus lourds. Donc ils le mettent sur la pochette, hein, le jeu le plus lourd que vous ayez vu. Et donc, c'est des jeux de mots. Mais c'est des jeux de mots, là on est dans le lourd, hein, mais c'est très très lourd. Et justement, à l'instar de Jokes de Papa, c'est que ça fonctionne malgré tout, parce que c'est tellement lourd que ça va fonctionner. Donc les 2-3 premiers trucs qu'on va se dire ouais ok ça va, et puis il y en a un qui va commencer à rire, ça va être incontrôlable, les autres aussi, et voilà, et le but est atteint. Donc ça va
ça va être des devinettes, hein, donc vous allez avoir un thème, et donc on va vous dire, tu dois avoir ça et ça, et si on ne trouve pas, on donne un indice, et c'est simplement pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Donc ça fait le taf, quand même, clairement, et ça, je m'y attendais pas. Là aussi, on est sur une boîte, tout ce qu'il y a de plus affreux. C'est vraiment pas beau, c'est criard, enfin voilà, tout y est. Mais je pense que c'est quand même une belle réussite. Si entre potes à l'apéro, ça va passer, hein. Ça va passer clairement, quoi. Et donc, ouais, ça partait de bas, et enfin, ça pouvait pas descendre, on est bien d'accord, mais ouais, ça fait le taf. C'est sympa, à l'apéro, vous allez sortir comme un Jukes de Papa, j'en reviens à Jukes de Papa, vous allez sortir et vous allez jouer 10 minutes, un quart d'heure, vous allez passer à autre chose, et franchement, je pense que vous aurez passé un bon moment. Il y a des trucs qui vont tomber à plat, hein, clairement, parce qu'il y a des fois, c'est tellement lourd que ça n'en est pas drôle, mais voilà, en fait, tout va dépendre de l'audience, hein. Si vous êtes avec des potes qui ont envie de déconner et tout, et qu'il y en a qui ont des rires totalement communicatifs ou atypiques, bah, ça va le faire, hein. Largement, je pense. Un jeu qui est sorti il y a déjà quelques semaines, et je m'étais dit, ouais, non, pas celui-là. Donc c'est Evergreen. Pourquoi? Parce que c'est plus une refonte de Photosynthesis qu'autre chose. Et Photosynthesis, j'avais joué en son temps. J'avais trouvé ça pas mal, j'avais trouvé ça graphiquement très intéressant, vraiment avec ces arcs en 3D là qui bouchaient le soleil aux autres et tout. Je trouvais ça assez interactif et assez intéressant, quoique fort froid comme jeu. Vraiment, c'était... Voilà, il se passait pas grand-chose autour de la table, hein, on n'entendait pas rigoler, voilà. Et donc, dans Evergreen, c'est un peu la même chose, hein, donc ça reste malgré tout assez froid. Ils ont enlevé l'interaction qu'il y avait au niveau du plateau central, c'est-à-dire que quand vous vouliez développer vos arbres, ça mettait les autres arbres dans l'ombre. Ici, ça va être le cas aussi, mais chez vous, et donc pas chez les autres. Donc vous allez être un peu moins interactif chez les autres, mais je dois dire que ce jeu tourne très très bien. Franchement, je m'y attendais pas. On a adoré, tous. Vraiment, c'était très très sympa. L'envie d'en refaire une était clairement là. En plus, il a un mode solo, donc là, je suis super curieux. J'ai vraiment envie de le jouer. En même temps, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'il y a quasiment zéro interaction, sauf sur le choix des cartes, où le cœur du jeu est. Parce que, en premier, on va y aller. Le premier qui va y aller aura plus de choix. Le dernier n'aura que 2 choix possibles. Donc... l'interaction est quand même fort limitée, si ce n'est qu'à ce niveau-là, mais on va toujours savoir faire quelque chose. Et c'est fort intéressant d'avoir des scorings dans différents quartiers, avec des chemins de forêt le plus long et tout. On ne parvient pas à faire tout ce qu'on veut. On parvient vraiment pas à faire tout ce qu'on veut. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est une belle surprise. Evergreen. On va passer maintenant, donc avant de mon énorme coup de cœur, on va passer sur des jeux qui m'ont moins convaincu. Donc on va commencer par D'orge et de blé. D'orge et de blé, c'est peut-être un phénomène de hype, parce que moi j'étais super hypé. Je ne l'avais pas joué avant quand il était arrivé en VO, ça s'appelle Beer and Bread, pardon. Et on m'avait expliqué les règles, j'étais totalement hypé parce que je me dis c'est totalement mon style de jeu. Vraiment, la gestion de ressources à l'allemande et tout, très très peu de hasard malgré tout. Donc c'était clairement pour moi. Les twists qu'on m'a expliqué, les twists étaient super sympas, hein. Si vous produisez trop, ça déborde chez le voisin et donc le voisin en profite aussi. Et donc là, c'est de l'interaction positive, c'était vraiment très très bien. Cette façon de jouer les cartes de multiples façons. 2 façons de jouer dans le jeu en fonction des manches. Et c'est tombé à plat. Ah ouais, c'est tombé à plat. J'ai trouvé ça tellement mécanique, sans âme. Les twists, qui sont super intéressants, hein. Vraiment, il y a des très très belles choses. Je n'arrive pas à sauver le jeu pour moi. C'est une petite déception parce que on est toujours trop court dans tout, les combinaisons sont pas bonnes, les choix sont assez inintéressants, sans profondeur. Voilà, c'est clairement dommage, hein, parce que tout partait bien. Vraiment, tout partait bien. C'est un jeu de Scott Almus, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Scott Almus. Les designs, c'est Michael Metzel. Moi, ça ne me choque pas, même si c'est allemand, c'est brun, c'est dans les prés, enfin plutôt dans une ferme. Voilà, donc ça me choque pas plus que ça, et je dois dire quand même, j'aime encore assez bien. Donc tout était réuni, et non, c'est dommage. Un autre jeu qui a fait assez flop,
d'un avis unanime hein, autour de la table, c'est Passe-Passe. Alors Passe-Passe, là aussi, j'étais très curieux de le découvrir parce que j'en avais lu du bien, enfin j'en avais vu ou j'en avais lu, je pense les deux, du bien en disant que ça allait être un énorme carton. Et donc là je me dis, waouh, il faut que j'essaye ça. C'est un jeu de pli, j'adore les jeux de pli, ok, là il faut que j'y aille. Eh ben non, on n'y va pas là. Donc on n'a pas tout bien compris, c'est pas très intuitif. Type manque de contrôle, il y a quand même des twists un peu sympas quand même sur le fait qu'on pourrait refaire basculer des majorités, ça c'est quand même assez cool. Mais autour de la table, on s'est tous regardés en disant « Ok ». En plus, autour de la table, on était assez friands de la mécanique de jeu de pli. Et non, c'était tellement peu intuitif que ça a tout fracassé, je pense. Vraiment, on a mis du temps à rentrer dans le jeu, parce que... Pas une incompréhension des règles, parce qu'on s'était très bien fait expliquer les règles. Et voilà, il y a des jeux, ça s'explique pas, et ça fait flop, et donc pour nous, c'est assez revendiqué ce qui passe. Dommage, j'avais envie de l'aimer, j'en ai discuté après avec certaines personnes qui l'avaient testé aussi. Il y avait des gens qui l'avaient vraiment beaucoup aimé, et il en ressort que ce jeu est totalement clivant. On n'arrive pas à se positionner au milieu, par exemple. C'est où on aime vraiment, ou on n'aime pas du tout. En tout cas, autour de la table, c'était du mauvais côté que c'est tombé, en tout cas, clairement. Énorme déception aussi de Union Stockyard. Union Stockyard, c'est un Kickstarter qu'on a reçu il y a pas si longtemps que ça. J'étais tellement hypé aussi. Le thème, vous allez gérer un abattoir. Oh, voilà, c'est bon. Déjà, ça m'avait conquis. Ça sort des carcans habituels, donc vous n'allez pas aller dans l'espace ou vous n'allez pas cultiver votre ferme. Non, ça y est. On était déjà sur un thème totalement atypique. Et là, voilà. On était bien là-dessus. Au niveau des illustrations, c'était Chris Killiams qui nous avait fait ça, donc on le retrouve souvent sur Pandémie, et donc moi Pandémie j'aime beaucoup, donc au niveau des illustrations, j'étais convaincu et tout. Et quand je voyais le plateau, je me dis waouh, ici ça va être le pied, quoi. Vraiment, il va en avoir de tous les côtés, on va s'arracher les cheveux, bon le peu qui me reste, et j'étais très chaud, quoi. Et la déception a été à la hauteur de la hype que je m'étais faite, hein, parce que c'est pas du tout ça, hein. On n'y est pas, hein. C'est pas un 14+, hein, c'est un 10+. On se retrouve avec des choix totalement inintéressants, c'est tellement léger, c'est tellement sans profondeur, hein, mais aucune profondeur. C'est du placement d'ouvriers, vous allez faire vos choix qui sont totalement évidents. Donc pas de réflexion aucune, pas de stratégie à mettre en place sur le long terme qui pourrait revirer ou quoi. C'est vraiment super dommage pour ce jeu qui n'est absolument pas assumé en termes de public, et je pense que c'est ça qui a fait qu'on est parti directement sur un avis négatif. Quand on a vu la mécanique du jeu, qu'on a fait le premier tour, on s'est dit « Oula, ok, on n'y est pas, on n'y est pas ». Et donc, il se retrouve dans une catégorie avec des jeux qui sont nettement plus intéressants que lui, hein. Donc c'est une catégorie intermédiaire. On va se retrouver, par exemple, je sais pas moi, avec du Dominion, avec du Wingspan, avec de l'Everdale peut-être, enfin tout ce genre de jeux. Et c'est des jeux que vous allez sortir 1000 fois plus que Union Stockyard. Donc franchement, très déçu d'Union Stockyard. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il partait tellement bien. Et c'est assez unanime, hein, malgré tout. Hein. Donc c'est même pas un avis que de moi, c'est tous ceux avec lesquels j'ai joué. On va quand même finir sur une note positive, hein, vraiment sur un énorme coup de cœur que j'ai eu pour celui-là. Il est chez Sorry We Are French. C'est pas tous les jours que j'aime les jeux de Sorry We Are French, parce que je suis un peu en deçà avec Ganymede, avec Demeter, tout ça. Voilà, c'est des bons jeux, mais sans plus, pour moi, ça casse pas trois pattes à un canard. Et ce jeu, c'est Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, on l'avait essayé chez notre grossiste en novembre, je pense. Et déjà là, j'avais déjà eu un coup de cœur. Mais en discutant avec certains collègues l'avaient bien massacré et bien flingué. Donc je m'étais dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'avais pas bien compris, parce qu'en plus, on n'avait pas fait une partie complète, on avait fait 2 tours avec les explications. C'est ce qui se passe quand on va chez nos grossistes, donc on essaie de voir un maximum de jeux qui vont arriver, et donc on commence pas à faire des parties complètes. Donc on avait fait 1 ou 2 tours, je me rappelle plus, et moi j'étais tellement hypé. Et les collègues, ils m'avaient dit, mais nous on l'a joué à Cannes,
Et ben, quand même, c'est pas bon. On s'est ennuyé sévère et tout. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Et puis, ben, il est arrivé, on s'est retrouvé encore une fois chez notre grossiste, et je dis, voilà, non, rien à faire, il faut vraiment que je me fasse mon idée, je veux essayer ce jeu. Et donc, on l'a joué à 4. Il y en avait déjà un qui disait, écoute, moi, j'ai pas envie d'y aller, parce que d'après ce que j'ai lu, ça me paraît tellement plat. Et donc, on l'a joué. Donc, on s'est fait expliquer les règles, on l'a joué et tout. On l'a joué en 20 minutes. Donc, c'est pour un jeu qu'on n'avait pas joué, en 20 minutes, à 4, il était plié. Donc, ultra rapide. C'est du 8+. C'est du 8+, et c'est super important, le 8+, parce que c'est un jeu familial. Et donc, si vous arrivez à le prendre pour un jeu familial, eh bien, ce jeu est vraiment très bien. On n'est pas sur un niveau d'un Acropolis qui coche toutes les cases en étant merveilleux et tout ça, mais il fait super bien le taf. Je le trouve très joli, vraiment, très très bien illustré. Il y a un appendice, un livret d'appendice dedans qui va vous expliquer toutes les variétés d'animaux qu'on a. Et ça, je trouve ça déjà très très chouette. Le matériel est très très beau, très très bon, très bonne qualité. Le gameplay est super simple, alors que ça pourrait très bien être un jeu à analysis paralysis, c'est-à-dire que vous ne savez pas non plus anticiper votre tour. Ça veut dire que le beagle, il tourne autour des tuiles, et en fonction d'où il arrive, vous allez prendre une tuile dans la rangée. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne savez pas l'anticiper, puisque vous ne savez pas où le beagle va arriver à votre tour. Donc vous pouvez bien entendu commencer à regarder, en disant « ouais, j'aimerais bien cette tuile-là, j'aimerais bien cette tuile-là », mais dès que quelqu'un prend une tuile, on en remet une autre. Ce qui fait que vos choix vont changer le temps que ça arrive à vous. Et bien donc, à 4 joueurs, en 20 minutes, c'était plié. Malgré ce petit phénomène qui pourrait paralyser le jeu, ça n'a pas paralysé du tout, tellement c'est simple. Encore une fois, c'est un familial, donc la complexité du jeu n'y est pas. Hein, donc c'est assez simple et fluide, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de profondeur, parce qu'il y a plusieurs axes de gestion de points de victoire, que vous allez faire mettre plusieurs stratégies en place. Bien entendu, ça va dépendre du tirage de tuiles. Parce que si vous êtes sur une stratégie, par exemple la stratégie boussole, et que les tuiles boussole, ben, elles vous sont sifflées sous le nez ou ça n'arrive pas, ben, ça pourrait très bien tourner en boudin, tout ce jeu. Mais voilà, sur les traces de Darwin est vraiment très très bon. On l'a déjà eu en boutique, on a déjà tout vendu, on en a vite recommandé. Il va avoir son succès qu'il mérite, franchement, parce que c'est un très très beau coup de cœur, et j'ai bien fait de dire... de me refaire un avis, parce que quoi qu'il arrive, un jeu, est-ce qu'un jeu est bon? Ben, on peut dire que c'est 50% de mécanique et c'est 50% d'ambiance qui est autour de la table. Alors quand on les essaye en festival, des fois, ben, c'est pas le bon lieu, c'est pas le bon moment, voilà. Nous, en tout cas, on l'a beaucoup aimé. Je comprends parfois l'ennui, parce que justement, ce qui fait que quand ça arrive à votre tour et que vous savez prendre votre décision en 2 secondes, vous vous dites « ouais, c'est trop simple en fait, c'est trop simple, il ne se passe pas grand-chose ». Et là, ça je comprends cette mécanique. Mais à partir du moment où ce jeu est pour un public familial, je pense qu'on est dans le bon avec ça. Et justement, pour confirmer mon avis, parce que il y avait plusieurs patrons de boutiques là-dedans, j'ai quand même demandé aux autres patrons, et ils en étaient quand même assez convaincus, malgré tout. De là à dire que ce sera le tout premier choix qui va sortir quand on va conseiller un jeu familial, ça je sais pas. Je sais pas si on en est là. Je le verrai peut-être à l'usage, franchement. Je pense clairement qu'on va assez orienter Acropolis, mais qui malgré tout... manque un peu de thème, Acropolis. Tandis que là, Darwin, le thème est quand même là, malgré tout. Oh, on est bien d'accord, j'ai l'impression d'être lui. Mais l'immersion du matériel aide quand même pas mal. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre que sur les traces de Darwin, sauf que j'ai vraiment envie de le jouer. Mon manque de place fait que je ne sais pas s'il intégrera ma ludothèque personnelle. En tout cas, on va ouvrir une boîte au magasin, et on va le faire jouer en soirée jeu, hein, parce que ouais, c'était très bien. Et c'était unanime à la fin, les 4. Celui qui partait vraiment défaitiste sur ce jeu, néfaste même sur ce jeu, disait ouais. Et il l'a quand même dit avec humour en disant c'était un peu meilleur que je ne pensais. Donc c'était assez comique. Donc sur les traces de Darwin, ultra validé en tout cas me concernant. Allez, je vous dis à bientôt, hein. Salut.